La santé est notre patrimoine, notre droit. C'est l'union complète et entière de l'âme, de l'esprit et du corps. Et ce n'est pas un idéal inaccessible, mais quelque chose de si simple et de si naturel que bon nombre d'entre nous l'oublient. L'immensité de l'univers est constituée de milliards d'étoiles et de galaxies, entraînées dans le mouvement d'expansion. L'univers serait apparu il y a environ 13,7 milliards d'années. À cette époque, toute la matière de l'univers était constituée d'un plasma chaud et dense, pas de galaxies ni d'étoiles, ni de planètes. Ce n'est que 380 000 ans plus tard environ qu'apparut la première lumière, le rayonnement fossile. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Certains physiciens envisagent l'existence de mondes cachés. D'autres pensent que les trous noirs servent de passerelle vers des univers parallèles. L'espace contient si peu de matière qu'il peut, pour ainsi dire, être considéré comme vide. L'ensemble de la matière visible ne constitue que 0,4% du contenu de notre univers. Celui-ci est formé à 73% par une énergie sombre, d'origine inconnue, qui accélère son expansion. Finalement, nous ne connaissons que 5% de la masse totale de l'univers où nos lois physiques sont applicables. Que sont les 95% restants? Quel mystère se cache encore à nos esprits rationnels? Il y a encore tant de choses que nous ne connaissons pas, tant de questions sans réponse. Pendant plus de 20 siècles, nous avons cru que la Terre était le centre du monde, jusqu'à l'arrivée de Copernic en 1543. L'âge de l'univers que Newton avait évalué à 6000 ans fut remis en question
Nous évoluons aujourd'hui dans un monde ouvert, sur d'autres niveaux de réalité, où notre conscience ne se résumerait pas à l'activité de nos neurones. Nous savons que la nature du réel dépend de l'observateur. Le théorème d'incomplétude de Kurt Gödel mit en évidence qu'il n'est pas possible de démontrer par la logique qu'un système est cohérent en restant à l'intérieur de ce système. Voilà bien des nouveautés. Oui, le monde évolue, notre conscience aussi, nos observations. Rien n'est fixe, tout est ouvert. Nos ancêtres, eux, n'avaient pas besoin de prouver pour savoir. La maladie et la guérison étaient étroitement liées à la relation de l'être humain à son environnement, à ses divinités. La matérialité apparente de l'univers ne pouvait être séparée en ces temps immémoriaux de sa part spirituelle. Tout phénomène de cette création avait son importance. Ce principe incitait à la sagesse, induisant la maladie comme la traduction d'un paradoxe entre la situation présente et notre nature spirituelle, originelle, profonde. Et si finalement nous n'inventions rien? Si au fond, nous ne faisions que redécouvrir? Depuis plus de 10 000 ans, sur tous les continents, des femmes et des hommes exercent au sein de leur société les fonctions de médecins, prêtres, prophètes, magiciens, devins et sages, cherchant à rétablir un équilibre entre l'homme, la terre et le ciel. L'être humain n'est que l'un des composants d'un tout immense et mystérieux. Pour utiliser la sauge comme moyen curatif, le guérisseur chez les Lakota demande d'abord l'autorisation à la divinité avant de se servir. Pour lui, c'est l'esprit qui agit à travers la plante médicinale et aide la personne souffrante. Durant des milliers d'années, on a cueilli des plantes pour leur pouvoir magique et thérapeutique. Les druides possédaient une connaissance profonde des forces de l'univers, de l'homme et des plantes médicinales. Le gui, comme rameau d'or, occupait une place importante dans les rites et les cérémonies de guérison des Celtes. Ils avaient coutume d'exposer un calice rempli avec l'eau de la rosée du matin au soleil levant. Ils affirmaient que cette eau se chargeait alors de l'énergie cosmique correspondante à la constellation stellaire du jour. Les anciens habitants des montagnes solitaires voyaient la nature habitée par des gnomes, des fées et d'autres esprits. Souvent, une relation étroite se créait entre ces deux mondes. La médecine pratiquée ces 50 dernières années s'est malheureusement éloignée d'une connaissance qu'avaient nos ancêtres, celle qui consistait à utiliser les plantes et leurs vertus avec une approche globale et spirituelle de l'homme. La bonne santé dépend de l'harmonie entre le corps, l'âme, le psychisme, et le mental. Et si en effet la maladie était un dysfonctionnement entre ces trois niveaux? Toutes les différentes cultures ont cherché à agir par le subtil. Ces cultures ne considéraient pas la plante comme un ensemble de principes moléculaires, mais une entité vivante donnée par le ciel. Ce principe d'énergie subtile n'est pas étranger à notre civilisation. L'eau bénite, utilisée par l'Église pour guérir les malades ou afin d'accompagner les mourants, en est un exemple typique.
Découvrons maintenant les précurseurs. Hildegard von Bingen. Cette religieuse bénédictine est une grande figure du Moyen-Âge. Hildegard donne une explication énergétique du royaume végétal. Elle s'intéresse aux vertus thérapeutiques de la rosée, dont Eduard Bach pressentira tout l'intérêt. Elle soigne ses contemporains avec des remèdes à base de plantes, de pierres, de métaux. Elle estime que l'être humain doit prendre dans la nature ce qui lui est bénéfique. Paracelse. Paracelse est avant tout un médecin, biochimiste, physiologiste et pathologiste. Sa thérapeutique se base essentiellement sur le pouvoir des plantes. Il établit les fondements de la médecine moderne et pressent les principes essentiels de l'homéopathie. Lui aussi pensait que l'univers matériel ne pouvait être séparé de l'univers spirituel. Alors, il posa comme principe que toute maladie traduit un déséquilibre entre notre corps et notre âme. Il s'agissait donc de trouver le remède susceptible de nous ramener à notre vraie nature spirituelle, seule source véritable de la guérison. Il s'intéresse aussi à l'esprit, au psychisme. Par ma pensée, je peux rester sain ou me rendre malade, donc respectez la nature de votre nature. On devine déjà le processus psychosomatique dont notre médecine actuelle commence à prendre la vraie mesure. Il parle de la trinité contenue dans les plantes et les hommes, corps physique, corps psychique ou émotionnel, corps mental ou spirituel. Ces élixirs contiennent le sal, sel soluble, le sulfure, huile aromatique, et le mercurius, alcool. Les trois principes dans la spagyrie. La spagyrie trouve ses fondements dans les travaux de Paracelse. L'art spagyrique est l'art de séparer, purifier et réunir une plante dans ces trois principes. Johann Wolfgang von Goethe, philosophe et poète, il étudie la nature spirituelle de chaque plante par l'observation de ses formes. Dans son étude du monde végétal, il s'intéresse au principe de la métamorphose. En abordant la plante dans son processus de croissance, le chercheur peut alors comprendre la nature de la métamorphose qui modèle et structure la matière physique. Il propose que l'homme s'implique et vive la métamorphose de la plante comme une réalité intérieure. Samuel Hahnemann. Ce médecin autrichien et père de l'homéopathie utilise l'information subtile contenue dans les végétaux pour traiter le malade et non la maladie. Il faut soigner le mal par le mal. Pour Hahnemann, c'est la grande loi de l'équilibre, de l'harmonie universelle. Il pense qu'un médicament doit aussi restaurer l'énergie vitale de l'organisme. Malgré ces prémices fort intéressantes, en France, le diplôme d'herboristerie a été supprimé en 1941. Le docteur Bach était médecin homéopathe au début du XXe siècle. Enfant, il assouvit son amour pour la nature. Il savait instinctivement que sa destinée serait d'aider les autres. Il fait ses études de médecine à Londres et reçoit son diplôme de médecin en 1912. Il pense qu'il est plus important de connaître la personnalité profonde de l'individu que la maladie dont il souffre. Il cherche des remèdes qui aillent plus loin que la simple disparition des symptômes. Eduard Bach met au point des vaccins homéopathiques qu'il appelle nosodes. Ses travaux seront publiés en 1920 dans les annales de la Royal Society of Medicine. En 1930, il abandonne son poste d'homéopathe
pour partir dans la nature en quête des fleurs sauvages. Il pressent que c'est là qu'il trouvera une clé pour ses recherches. Il marche, arpente les prairies et développe ainsi l'intuition de l'apport subtil des plantes qu'il récolte. Il constate également l'effet sur la psyché humaine et l'équilibre émotionnel, car pour lui, derrière toute maladie, se cachent souvent des problèmes émotionnels ou mentaux. Ce fut pour le Dr Bach le travail de toute une vie, qui lui fit découvrir les 38 fleurs qui correspondent toutes à autant d'états émotionnels précis. Voilà plus de 70 ans que ces élixirs floraux sont utilisés partout dans le monde, avec des résultats étonnants, y compris sur les enfants et sur les animaux aussi. Le Dr Bach a classé les 38 fleurs en 7 familles. Son idée est de traiter l'être humain dans sa globalité. Première famille, peur et insécurité. Rock Rose. Hélianthème. Sentiment de peur, panique aiguë, terreur, cauchemar. Mimulus. Mimule. Devant des choses précises, peur du noir, du lendemain, de la pauvreté, de la solitude. Cherry Plum. Prunus. Dû aux pulsions de pensée ou d'actes incontrôlés et destructeurs. Aspen. Tremble. Voici ici, c'est le tremble ou aspen en anglais ou populus tremis en latin. On utilise pour les peurs devant l'inconnu. Devant la sensation de quelque chose de menaçant, sans pouvoir en déterminer la nature. Red Chestnut. Marronnier rouge. Souci excessif du bien-être des autres, surtout des proches, avec la crainte du pire. La genèse et le début de cette histoire commencent dans les années 30, en Grande-Bretagne, au Pays de Galles. C'est un médecin, finalement homéopathe, médecin très classique, qui va à un moment quitter un peu le courant de la médecine classique et de l'homéopathie pour aller à la recherche de remèdes, dit-il à l'époque, qui seraient simples d'utilisation et surtout qui pourraient permettre de réguler ou en tout cas d'harmoniser certains états émotionnels qu'il pense être parfois à l'origine de certains troubles, de difficultés. Donc il va travailler comme ça pendant tout au long de la fin de sa vie, on va dire à peu près 7-8 ans, à rechercher donc des remèdes qui n'existaient pas du tout, des souches en fait, des plantes qu'on trouve à l'état sauvage, sur lesquelles il travaillera et avec lesquelles il trouvera une corrélation entre une émotion, un état émotionnel et une énergie particulière de cette plante. Alors c'est vrai que c'est un petit peu parfois difficile à expliquer, mais on a vu par la suite que ces expérimentations étaient intéressantes sur le plan émotionnel et donc il a développé toute cette technique au cours des années 30 qui ensuite ont perduré pendant 70 ans après sa mort et qui aujourd'hui sont vraiment établis dans des domaines, en tout cas de la psychothérapie, de la naturopathie, voire même certains médecins homéopathes ou des vétérinaires qui utilisent couramment cette technique.
fait, il a un moment observé chez ses patients que bien souvent une émotion était très présente au début du déclenchement d'une maladie, d'une pathologie, d'un trouble, hein, même fonctionnel, pas forcément une pathologie importante. Et c'est quelque chose qui l'a interpellé. Alors en homéopathie, on tient compte de beaucoup de facteurs émotionnels, des facteurs également psychologiques, environnementaux, mais ces facteurs émotionnels, personne ne s'y était vraiment penché. Donc il a vraiment essayé d'approcher un petit peu plus cette problématique liée aux émotions. Alors il y avait le déclencheur d'une maladie, d'un trouble, qui pouvait être aussi quelque chose pour lui d'émotionnel, de fortement émotionnel. Et puis il y avait également la manière dont la maladie était vécue, ce qui l'interpellait beaucoup. Il se disait, mais finalement, tous mes patients ne vivent pas la maladie de la même manière. Certains sont dans la crainte, dans la peur, d'autres manquent de confiance en eux, d'autres baissent les bras, par exemple. Et en fait, c'est ce qui l'a interpellé. Il s'est dit, mais finalement, si ces émotions étaient moins présentes, peut-être aussi que chacun pourrait guérir, ou en tout cas trouver une voie de guérison beaucoup plus facile, puisque finalement c'est dégager une énergie pour aller vers cette guérison, physiquement parlant, hein, physiologiquement, plutôt que de développer cette énergie pour nourrir une émotion. Deuxième famille, doute et incertitude. Serato. Plumbago. Manque de confiance en soi et difficulté à affirmer ses convictions. Scleranthus. Sclérante. Hésitation à choisir ou à prendre une décision lorsque plusieurs choix se proposent. C'est une petite plante sur des terrains sablonnés qui va bientôt faire les petites fleurs ici là-haut. Le sclérante on utilise pour prendre les décisions. Une fleur de part très importante. Gentian. Gentiane. Épuisement, découragement facile, lassitude, enclin à la mélancolie. Gorsey. Ajon. Désespoir, pessimisme et résignation. Hornbeam. Charme. Manque de courage ou de force, tend à repousser à demain les tâches d'aujourd'hui. Wild Oat. Avoine sauvage. Indécision, difficulté à trouver et exprimer sa propre vocation. L'élixir floral agit comme une clé qui permet d'entrevoir la porte de sortie, ou plutôt l'entrée dans un nouvel état émotionnel. Il ne s'agit donc pas d'un remède miracle, mais d'une opportunité. La clé ayant été donnée, le véritable travail de changement peut alors commencer. L'eau a la capacité de capter l'empreinte de la fleur ou de la plante dynamisée sous l'action des rayons solaires, de mémoriser l'énergie vitale et les vibrations du lieu et du moment, le matin en l'occurrence. Après absorption d'un élixir, cette empreinte chemine en nous jusqu'au nœud émotionnel. Elle nous met alors en contact avec l'emprunt d'un état émotionnel positif, permettant de débloquer la situation qui pose question et favorise un processus de guérison réel. La thérapie avec les fleurs du Dr Bach inclut l'être dans sa globalité, avec son existence physique, psychique et spirituelle. Les fleurs agissent sur des blocages et les dysfonctionnements entre ces niveaux. L'un des arguments qui plaident pour les élixirs floraux, c'est leur efficacité sur les enfants et les animaux. Elle vous permet de ressentir la capacité à l'harmonie, là où il n'y avait que douleur, peur, incertitude, culpabilité. On trouve aujourd'hui les fleurs de Bach dans les magasins bio et aussi en pharmacie. Plusieurs critères sont importants pour une qualité maximum d'un élixir floral. La fleur doit être en osmose avec son environnement, préservée, sauvage, avec une bonne énergie tellurique et en altitude.
La plante échange des substances avec l'atmosphère et les forces cosmiques et terrestres stimulent sa vie, sa croissance et sa forme. La simple explication scientifique, qui recherche la réalité au niveau du code génétique et du domaine moléculaire, est insuffisante. Il est nécessaire de considérer que la plante est un membre de son environnement, un reflet d'une image cosmique, une sorte d'empreinte d'une idée cosmique devenue visible sur la Terre. Ce concept est une autre dimension de compréhension qui s'ouvre à nous. Le matin, au lever du soleil, le potentiel thérapeutique des plantes est à son maximum. Sous l'action des rayons du soleil, la fleur libère ses bienfaits et les transmet à l'élément aquatique. Le préparateur est l'intermédiaire entre la plante et le remède. Son action doit se faire au service de l'homme et de la nature en absence de toute intention personnelle. Il doit vider son mental et être ouvert et transparent pour son œuvre. Donc bien sûr, on choisit des lieux les plus simples possibles, qui sont encore préservés dans la nature, loin de la civilisation. Donc entre autres, près d'ici, c'est grotte préhistorique, il y a encore une très belle énergie. Troisième famille. Manque d'intérêt pour le présent. Et on voit ici la clématisse qui s'accroche sur cette frêne pour pousser en toute sérénité dans un lieu qui est vraiment prospère pour avoir un élixir de qualité supérieure. Clématos. Clématite. Vit dans un monde de rêve, manque de lien à la réalité. Honeysuckle. Chèvrefeuille. Vit dans les souvenirs du passé, trop nostalgique. Voilà, ici je trouve une waldrose, un éclantier que vous connaissez pour la résination. Ça, c'est un très beau arbuste qui va fleurir dans un mois à peu près et qui a beaucoup de force qu'on voit en bas dans son tronc et qui a un très beau spécimen. Wild rose. Églantier. Résignation, vie sans plaisir. Olive. Olivier. Surmenage et épuisement suite à un effort très important. White chestnut. Marronnier blanc. Mental agité, avec des pensées répétitives. Chestnut bud. Bourgeon de marronnier. Répétition des mêmes erreurs par inattention, sans profiter des expériences vécues. Mustard. Moutarde. Mélancolie et tristesse soudaine, sans raison apparente. En 1979, un jeune Allemand venu du lointain quitte son pays, l'Allemagne, pour trouver sa terre promise. Ulrich Ramp est un écologiste de longue date. Il est arrivé en France il y a plus de 30 ans, fuyant son destin trop prévisible dans sa région de Bavière. Il s'installe en Haute-Loire, l'Auvergne, dans un petit village du nom de Saint-Pierre-Énac, tout près du Puy-en-Velay. Il fonde une famille, rénovant et construisant une maison dans le respect le plus rigoureux des techniques ancestrales des anciens bâtisseurs.
C'est un fabricant et réalisateur d'idées. Passionné, sa démarche tient compte de l'environnement, de l'être vivant et de ses propres convictions. Il commence alors sa véritable quête des secrets profonds de la nature et de l'être en lien avec elle. Inspiré par différents manuscrits de médecins du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, il se découvre alchimiste et met au point ses premiers élixirs spagyriques, employant des procédés minutieux afin que ces élixirs agissent sur l'être humain dans sa globalité et en profondeur. En 1999, il crée son propre laboratoire, Biofloral. Il se consacre entièrement à la production de remèdes phytothérapeutiques et naturels. Tous ces produits sont élaborés avec beaucoup de soin, en respectant au maximum la nature et sa force vitale. Ainsi, des procédés de fabrication ancestraux et artisanaux sont utilisés afin de conserver une efficacité maximale. Tous les produits Biofloral sont biologiques, certifiés par des organismes de contrôle reconnus et bénéficient du label AB. Alors en fait, Rockrose, ça a été la première fleur que Bach a utilisée dans la dimension des peurs. Et Bach disait c'est la peur des peurs. C'est pas pour rien peut-être qu'il démarre ce groupe des peurs avec une fleur très forte au niveau de la puissance, je dirais, de l'état des peurs, puisque là il s'agit d'une peur panique. C'est vraiment un état qui est très marqué, qui est très simple à identifier. C'est un état de panique complète. La personne ne se contrôle plus, elle peut être totalement paralysée ou au contraire être dans un état de panique physique avec hurlements et des comportements qui sont complètement anarchiques, quoi. Parmi les peurs, elle a aussi une intensité physique, une intensité émotionnelle très forte. On va voir d'autres, puisqu'on va avoir 5 états de peur différents, mais ça c'est celle qui présente l'intérêt, je dirais, le plus grand par rapport à l'intensité, à la violence de l'expression de la peur. Voilà. Quatrième famille, solitude. Water violet. Violette d'eau. Distant, indépendant, avec un sentiment de supériorité. Impatience. Impatience. Impatient et pressé en toute chose, n'accepte pas les contraintes. Heather. Bruyère, dû à l'égocentrisme et la difficulté à communiquer. Donc il y a près de 20 ans en fait que je fais ces formations et ces conférences sur les fleurs de Bach, et c'est vrai que ce qui m'a amené aux fleurs de Bach, c'est déjà une curiosité au départ, quelque chose de surprenant pour moi. Comment est-ce que utiliser dans la nature quelques fleurs diluées, un peu à l'instar de l'homéopathie, on pouvait avoir un effet de levier, ou en tout cas une action quelconque sur une émotion. Pour moi, une émotion, à l'époque, c'est quelque chose qu'il fallait maîtriser, ou bien gérer, ou en tout cas travailler d'une manière ou d'une autre. Et il est vrai que le simple fait d'utiliser un remède, c'est-à-dire vraiment une préparation qui permettait, alors moi j'avais peut-être pas tout à fait bien compris ça au départ, je me disais l'émotion va disparaître avec ce remède, mais en fait elle ne disparaît pas, elle permet d'être simplement un révélateur d'une situation et de transformer cette situation, mais c'est quand même nous qui le faisons. Donc en fait le remède en lui-même, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé et interpellé, est là comme un catalyseur finalement, qui va permettre de transmuter, de transformer cette émotion qui est négative pour l'instant, délétère, difficile, pour nous inhibitrice parfois,
en quelque chose de positif, mais qui nous appartient. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé, parce que déjà à l'époque, je m'intéressais à une autre approche en oligothérapie, les oligoéléments qui ont ce rôle aussi dans leur quantité tellement infime de catalyseurs. Et je me suis dit, tiens, dans le monde végétal, finalement, il y a aussi des catalyseurs, je dirais presque un catalyseur émotionnel, c'est-à-dire que rester figé dans une émotion qui est négative et trouver un outil qui permette de transformer cette émotion, tout en gardant cette énergie qui nous est propre, en quelque chose de plus positif, finalement, une ressource. C'est vraiment ce qui m'a interpellé au départ. Donc je suis passé forcément par l'apprentissage, l'expérience aussi, sur moi-même, sur mes patients, et je me suis aperçu que c'était quelque chose de tout à fait intéressant pour ce travail bien particulier autour des états émotionnels. Cinquième famille. Hypersensible, influençable. Holly. Où? Sentiment de jalousie, de colère, de suspicion et de revanche. Il commence à avoir ces petites fleurs qui ne sont pas ouvertes encore. Holly est utilisé dans les fleurs départ pour la colère profonde enfouie. C'est un magnifique arbuste qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres d'auteur. Centauri. Centauré. Faiblesse de volonté. Les trop gentils qui ne savent pas dire non. Dévouement extrême. Walnut. Noyer. Il est utilisé pour des moments de passage difficiles, de transformation. C'est encore un peu trop tôt. En 2 semaines, il va être en fleurs. Et on peut fabriquer un excellent élixir mère de fleurs de Bach avec cet arbre. Besoin de protection face aux influences extérieures et pendant la période de changement. Agrimony. Aigre-moine. Les souffrances sont cachées derrière un masque jovial. Alors le remède, en fait, lorsqu'il est administré, donc vraiment c'est un produit finalement que l'on ingère à un moment, au bout d'un certain temps, qui n'est pas forcément mesurable au départ, peut être de l'ordre de quelques jours à quelques semaines parfois, il s'opère un changement de comportement en fait dans un individu, et le comportement principal qui a été observé, donc une émotion très forte qui est très présente, va petit à petit se dissiper, voire se transformer. Alors se transformer en quoi, ça on ne le sait pas a priori au départ. Ce que l'on sait, c'est qu'en tout cas il y a une transformation de ce comportement, et alors que cette émotion se dissipe, je pense que ça permet à chacun aussi de clarifier certaines situations, c'est-à-dire peut-être d'avoir un peu plus de recul également sur la situation, la maladie, le conflit éventuellement qui est vécu, la relation à l'autre aussi qui parfois est difficile à cause de ces émotions. Donc ça, c'est un processus qui est assez lent, profond, dont on ne mesure pas tout de suite la nature, mais que l'on va observer ou que parfois les autres observent avant nous dans notre entourage. Donc voilà, c'est vraiment un processus qui se fait en quelques jours, quelques semaines, et que l'on peut bien sûr observer soi-même à partir d'un certain moment. Si on est sous l'emprise de la colère, si on subit des émotions très fortes comme certaines peurs, de l'anxiété, bien elles se dissipent au fur et à mesure du temps, et ça permet aussi une certaine sérénité, en tout cas un certain recul par rapport à ces émotions. Mais il ne s'agit pas non plus de faire disparaître une émotion, d'anesthésier un état émotionnel ou d'inhiber la manifestation de ces émotions. Je pense que l'énergie de cette émotion perdure en nous, c'est simplement cette manifestation plutôt négative, délétère, plutôt néfaste en fait, qui petit à petit va effectivement se dissoudre et laisser la place à un autre état. Deus verenes per
Il s'agit quand même d'un travail de fond. Pour moi, c'est quelque chose qui s'inclut dans une démarche qui peut être une démarche de développement personnel, de thérapie, qui peut être un accompagnement également d'autres techniques. Et je ne pense pas qu'une fleur de bac puisse se prendre comme ça, simplement parce qu'on se dit, tiens, telle ou telle fleur, bah, moi j'ai quelques peurs, j'ai un peu de culpabilité, je prends tel ou tel remède. Je pense que ça nécessite déjà même le regard extérieur de celui qui peut conseiller, qui connaît bien aussi cette technique, en tout cas cette nomenclature bien précise, hein, il y a quand même 38 remèdes, ça peut être un thérapeute, un conseiller, en tout cas quelqu'un qui a cette connaissance et qui a le recul nécessaire pour ne pas non plus passer par des filtres émotionnels lui-même et nos propres filtres, parce qu'évidemment on a toujours tendance, hein, chacun de nous un petit peu en difficulté parfois pour identifier en lui-même ses états émotionnels. Donc le regard extérieur me semble important déjà dans un premier temps. Les élixirs bioflorales sont élaborés dans les montagnes d'Auvergne, avec beaucoup de soin, selon la formule stricte de la méthode originale du docteur Édouard Bach. Un endroit idéal où la nature est encore forte et vivante. La préparation des 38 fleurs de Bach est assurée par Ulrich Kramp lui-même. Les fleurs sont cueillies le matin au lever du soleil, au moment où leur potentiel est à son maximum, et posé dans un bol d'eau de source. Ça, c'est un crêpe-apple, donc un pommier sauvage qui est utilisé aussi pour la crème des remèdes des secours. Je vais vous montrer comment on fait une élixir selon la méthode originale des fleurs des Bach, avec la solarisation. Il faut cueillir les feuilles sans les toucher avec ses mains, éviter les contacts directs. Hop. Voilà. Ensuite, je défais délicatement toutes les pétales des fleurs. Voilà. Une fois que j'ai déposé les fleurs dans mon bol, je remue avec un bâton de la même espèce de l'arbre, que chaque pétale de fleurs est en contact avec de l'eau. Ensuite, je remercie l'arbre pour les dons qu'il me donne. Une fois que la préparation est finie, je l'expose au soleil pendant plusieurs heures. Sous l'action des rayons du soleil et de l'eau, pendant plusieurs heures, la fleur libère ses qualités et les transmet à l'élément aquatique. Aucun nuage, aucune perturbation ne doit déranger ce procédé d'infusion solaire au risque de recommencer un autre jour. Après plusieurs heures de solarisation, je procède à la filtration. Je prends une bouteille vide. Et je le filtre doucement pour récupérer l'eau dans cette bouteille. Voilà, mon élixir est prêt.
Donc l'empreinte énergétique de ces fleurs est passée dans l'eau pendant la solarisation, qui doit être stabilisée avec des cognacs biologiques de qualité Déméter pour simplement permettre cette empreinte qui se trouve dans l'eau de se fixer et de permettre une durabilité sur plusieurs années. Donc on met sur une part de l'élixir myrrhe fait avec l'eau des sources, une part de cognac biologique de meilleure qualité pour la meilleure conservation. Une fois réunie l'empreinte de la plante avec l'eau et le cognac, cherchez la bouteille pour bien remuer et dynamiser encore une dernière fois mon élixir myrrhe. Toutes ces manipulations sont effectuées manuellement, selon l'esprit du Dr Bach, pour éviter toute pollution par des procédés industriels et électromagnétiques. Cela assure ainsi une action dynamique et énergétique pour satisfaire les thérapeutes les plus exigeants. Sixième famille, découragement, désespoir. Lâche, mélèze, manque de confiance en soi et peur de l'échec. On voit bien ici les fleurs femelles et les fleurs mâles jusque là-dessous que les pollinisent ensuite pour faire des fruits. On voit ici un pin de l'année dernière. Et on fait des fleurs de Bach avec des petits rameaux de 15 cm. Pine, pin sylvestre. Culpabilité et sentiment d'être responsable des erreurs d'autrui. Elm, orme. Sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur d'une tâche. On voit jusqu'après la floraison les pédales, les semences qui sont en train de produire. Et c'est facile avec connaître la nature. Pour la fabrication des fleurs de Bach, il faut bien sûr le stade avant, donc les fleurs qui éclorent avant les feuilles et bien sûr avant les semences. Sweet chestnut. Châtaignier. Pour les moments très difficiles de la vie, de désespoir extrême. Star of Bethlehem. Étoile de Bethléem. Choc émotionnel ou physique, de détresse ou dû à une mauvaise nouvelle. Willow. Saule. Amertume, ressentiment, sentiment d'injustice et d'insatisfaction. Oak. Chêne. Pour la fatigue du courageux qui n'abandonne jamais, mais qui ne reconnaît pas ses limites. Voilà le chêne en fleurs. Les fleurs qui se produisent au moment de les feuilles éclorent avec une jolie couleur tout ocre qui devient ensuite vert. Et c'est un moment très précieux et très court que cet arbre qui est en floraison inaperçu par le grand public.
Crab apple. Pommier sauvage. Sentiment d'intoxication ou d'impureté, de honte et besoin de se purifier. Alors le docteur Bach a utilisé vraiment cette partie très particulière du végétal qui est la fleur, parfois quelques bourgeons ou chatons qui sont aussi des parties qui permettent la reproduction dans le monde végétal, et il n'a utilisé que ces parties de la plante qui pour lui était une partie très, très subtile, qui conservait un message particulier et qui pouvait être en résonance aussi avec notre état émotionnel. Et donc chacune de ces préparations, en fait, de ces 38 préparations, permettent justement d'être en résonance, en tout cas avec un état très précis qui a été décrit par Bach. Nous parlons habituellement d'une peur, mais Bach en a décelé 5 très précises. Il dit une peur pour les autres, une forme d'angoisse, d'anxiété, une peur de perdre un peu le contrôle de la situation, une peur panique. Donc à chaque fois, il devenait de plus en plus précis, ce qui l'emmenait finalement à déterminer 38 états qui aujourd'hui sont dans cette nomenclature et qu'on utilise donc avec beaucoup de précision et sur une très vaste palette d'états émotionnels. Beaucoup d'enfants aujourd'hui très souvent viennent dans nos cabinets avec des motifs de consultation. Voilà, il a des problèmes, difficultés scolaires par exemple, il a du mal à se concentrer, alors souvent des mots sur le carnet, à oublier ses leçons, n'a pas fait ses devoirs, etc. Et les parents, au bout d'un moment, font un peu le tour de la question, puis n'arrivent pas toujours à trouver une solution, et ils viennent nous demander aussi, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là? Et moi je pense à des enfants qui relèvent d'un remède qu'on appelle clématiste, une petite fleur blanche, la clématiste blanche, sauvage, et qu'on utilise vraiment pour des enfants très rêveurs. Ce sont des enfants qui sont dans la cour, toujours en train de regarder un peu dans les nuages, s'imaginer quelque chose. À l'école, ils regardent par la fenêtre. Ils sont toujours dans leurs rêves, dans leur petit monde, mais c'est une manière de s'extraire aussi, bien souvent, d'une situation qui peut-être être difficile, un monde difficile, des objectifs par exemple qui leur sont demandés à l'école, qui sont de plus en plus pointus, et puis c'est pour eux, dans leur nature, d'échapper à cela, et puis de partir un petit peu la tête dans les étoiles, finalement, et de rêver d'un monde meilleur. Et la prise de ce remède, par exemple, permet régulièrement, c'est des choses que j'observe très très régulièrement, permet de revenir à un ancrage. Alors ça ne veut pas dire que cet enfant, qui a sûrement une très belle imagination, on va perdre tout ce monde imaginaire, mais il arrivera aussi à être plus ancré, plus stable aussi dans cet état, je dirais, de l'environnement immédiat, la connaissance, l'apprentissage, tout en gardant aussi ce côté imagination, imaginaire fort. Et c'est en ça que ce type de remède peut vraiment être des aides très concrètes aussi dans notre vie de tous les jours. 7e famille. Préoccupation excessive d'autrui. Chicory. Chicorée. Possessif, protecteur à l'excès, avec le besoin de contrôler l'entourage. Verveine. Verveine. Enthousiasme excessif, état de stress, volonté de convertir les autres avec ferveur. Vine. Vigne. Volonté et assurance excessive, attitude de domination. Biche. Être. Critique, arrogance et intolérance, ne voyant que le côté négatif des choses. Rock water. Eau de roche. Strict et dur avec soi-même, puriste et avide de perfection. Il s'agit, dans cette démarche, d'aller petit à petit, par étapes, à la rencontre de nous-mêmes. Et je pense véritablement que quel que soit ce qui peut nous arriver, que nous soyons dans une situation difficile dans notre vie, d'un
point de vue émotionnel, d'un point de vue comportemental, psychique, voire même physique, les solutions et les ressources sont profondément en nous. Si nous avons été capables de générer une situation dans notre vie, quelle qu'elle soit, c'est que nous avons certainement aussi les ressources de pouvoir résoudre cette situation. Et pour moi, les fleurs de Bach permettent cette approche de dépasser l'émotion qui nous fait parfois stagner à un endroit, qui nous empêche de développer une énergie, et cette énergie qui est nécessaire justement à cette descente au plus profond de nous-mêmes où nous allons trouver les réponses. Et je pense que Bach avait vraiment ressenti et pressenti cela quand il le disait, et c'est tout à fait juste de dire que nous n'avons pas besoin d'une aide extérieure, si ce n'est peut-être d'une main tendue à un moment, d'un remède qui nous aidera. Et je pense toujours à cette fleur que j'aime beaucoup dans cette série des fleurs de Bach, qui est Cerato, qui est le plumbago, une très jolie fleur bleue, ornementale certes, mais que l'on trouve aussi maintenant à l'état sauvage, et qui permet à chacun d'aller écouter, comme le disait Bach, son maître intérieur. Donc de ne plus attendre finalement une réponse toute faite de l'autre, de celui qui est à l'extérieur, de celui qui dirigerait notre conscience ou notre vie, puisque la plus belle rencontre, ce serait certainement cette rencontre avec nous-mêmes et avec notre propre conscience. Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Chez le Biofloral, plusieurs fois dans l'année, des formations sur les fleurs de Bach sont proposées.